chaises aussi dans le... Ah, des chaises là. Dans le garde-robe, là, dans le garde-robe, je pense qu'il y a des petites chaises aussi. Ouais, On peut mettre des chaises aussi au centre, là. En face, elles sont légères, on peut les mettre là. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de sujet de pointe, hein? Le monde s'ennuyait de ça. Fred, ta rencontre, tu as une heure, toi, là? Hein? Devine quoi? C'est avec toi, ça? Oui. Es-tu là à une heure? On va aller dans la salle de Ah, ok. Ok, c'est bon. Ah bon, ok. C'est bonne chose. Vous avez fait une autre rencontre, JDF, c'est une heure? Dans la salle de JDF. Fait qu'il y a trois rencontres dans la même salle. Pleine. J'espère que le monde a l'écoute. Je vais le mentir. Ça rentre plus fort. Pendant qu'on s'est fait des milliers de personnes, on en a un. Bon, on va commencer. Bienvenue en si grand nombre à cette première conférence de l'automne 2019 de l'ISFOR. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Hélène Leborgne, qui est stagiaire postdoctorale ici à l'ISFOR depuis 2018. Avant ça, Hélène avait complété son doctorat à l'Université Laval avec Daniel Fortin, je pense donc en 2017. Voilà. Et c'est surtout de ça dont tu vas nous parler aujourd'hui. Ouais. Okay. Beaucoup de pression, beaucoup de monde, mais prends ça calmement. Bonne chance. Merci. Merci d'être venu en si grand nombre, j'ai pas l'habitude. Et donc moi aujourd'hui je vais surtout vous parler de mes travaux de thèse, un petit peu après, rapidement sur ce que je travaille actuellement avec Angélique. Dans quel cas ça s'intègre également dans mes thèmes de recherche qui sont notamment donc principalement sur les processus qui vont déterminer la présence et la coexistence des espèces en forêt aménagée. Dans le cas de ma thèse, ça va être en forêt boréale. Donc, en introduction, les perturbations naturelles ou les perturbations anthropiques sont des modifications de l'écosystème qui vont engendrer des changements dans la structure ou dans la composition et éventuellement avoir des impacts sur les écosystèmes et éventuellement une perte d'espèces. En forêt boréale, dans lequel on étudie en doctorat, en fait, la perturbation principale majeure, c'est le feu. On a un cycle dans mon site d'étude qui est d'à peu près 250-270 ans. Et cette perturbation majeure va créer des peuplements qui vont avoir une structure régulière en début de succession écologique. Et au fur et à mesure de la maturation de ces peuplements, on va avoir des perturbations secondaires, que ce soit des chablis, la sénescence des arbres ou encore des épidémies d'insectes, qui vont donc créer ces petites perturbations secondaires et vont permettre d'avoir une structure irrégulière dans ces peuplements plus âgés. Évidemment, les perturbations naturelles vont différencier des perturbations anthropiques, que ce soit par la fréquence, la sévérité, l'étendue ou encore la disposition spatiale de ces perturbations. Le développement durable des forêts, comme vous le savez, est l'un des objectifs principaux maintenant de la société et également des compagnies forestières. Cela sous-entend de comprendre les processus qui vont gérer ces écosystèmes et notamment au niveau de l'aménagement écosystémique des forêts, on va essayer de comprendre et de diminuer les différences entre les perturbations naturelles et les perturbations anthropiques. Dans le cas de mon site d'études, notamment, on a des plans de gestion qui sont liés notamment au cabanibou forestier. Et dans ce plan de gestion, on va avoir une notion de il faut que le peuplement, dans le paysage, on ait moins de 35% de perturbation. Par contre, on n'a aucune notion
des rotations. On ne sait pas combien de temps ça peut prendre pour les rotations pour avoir un retour à un écosystème qu'on va dire plutôt naturel. Donc c'est une notion dont on ne sait pas si quel est le temps en fait on va avoir besoin pour faire ces rotations. Actuellement, il y a une notion de perturbation équivaut à des peuplements d'à peu près de moins de 50 ans. C'est-à-dire qu'on peut considérer que tous les 50 ans, on peut avoir une rotation. Donc, on peut comprendre l'importance de comprendre les processus qui vont gérer en fait la présence de nos espèces dans les peuplements et gérer cette coexistence. Donc ici, on a plusieurs processus qui peuvent agir en fait sur nos communautés, et notamment ce qu'on appelle les processus stochastiques, qui vont être donc des processus en fait aléatoires, notamment liés à la colonisation, la spéciation, l'extinction, qui vont donc expliquer ces présences de ces espèces dans certains peuplements. En plus de ça, on va avoir les processus déterministes, qui vont être en fait deux types de filtres. Le filtre qui va être dit abiotique, lié notamment donc aux conditions de l'habitat, qui est un petit peu semblable ou similaire à la notion de niche écologique, et donc on va avoir notamment des conditions comme la température qui vont empêcher les espèces de persister. On va également avoir la notion de filtre biotique, et à ce moment-là, on va faire référence aux interactions entre les espèces ou même à l'intérieur d'une même espèce, comme la prédation, la compétition ou la facilitation, qui vont intervenir et expliquer nos présences d'espèces et nos coexistences. Et tout cela va jouer et donc créer nos communautés locales à partir du pool d'espèces qu'on peut avoir dans la région. Donc dans ma thèse, dans le cas de ma thèse, ce qu'on a cherché vraiment à savoir, à comprendre, c'est comment les changements causés par une coupe, les coupes à blanc, vont impacter en fait les facteurs qui régissent notre répartition animale le long d'une chronoséquence, donc sur un long terme. Dans un premier temps, on va avoir regardé les impacts sur les communautés d'espèces. On va voir quels sont les changements le long de la chronoséquence. On va regarder dans un second temps à une échelle un petit peu plus précise, et on va regarder la répartition, l'impact en fait des coupes sur la répartition d'une espèce bien précise qui est le campagnol à deux roues. Et dans un troisième temps, on va encore une échelle encore plus fine, et on va regarder l'impact de ces coupes sur l'utilisation de l'espace, les déplacements en fine échelle du campagnol. Donc, comme je vous disais, on a des structures qui sont bien différentes dans les vieilles forêts qu'en début de succession. Donc, on a regardé en fait dans un premier temps les changements dans la composition des communautés de petits mammifères et de coléoptères. Ensuite, donc, on a regardé ces changements, s'ils étaient différents le long de la chronoséquence, et on a cherché à savoir quels étaient les processus responsables de la structuration de ces communautés. Dans notre deuxième point, notre deuxième objectif était en fait de travailler sur le campagnol à deux roues. Le campagnol à deux roues est une espèce très typique de la forêt boréale et une espèce clé puisqu'elle est responsable, elle est source en fait pour plusieurs prédateurs, que ce soit des prédateurs aviaires ou terrestres. Elle va avoir aussi un rôle important dans l'écosystème. Et en fait, cette espèce est très connue pour avoir une abondance très faible en début de succession après perturbation, alors que c'est l'une des espèces les plus communes, enfin, dans les vieilles forêts, dans les forêts plus matures. Cette relation est très bien connue, mais on ne sait pas trop exactement pourquoi cette espèce réagit de cette façon. Et donc nous, on cherchait vraiment à comprendre les processus derrière lesquels on avait cette augmentation d'abondance le long de la chronoséquence. Et enfin, les espèces se déplacent et vont réagir aux changements, que ce soit dans leurs ressources ou dans le changement de disponibilité du couvert, et étudier en fait les déplacements à fine échelle vont pouvoir nous indiquer des éléments clés importants pour les espèces, mais également éventuellement nous donner des indices sur les processus responsables de ces déplacements. Donc on va regarder à ce moment-là des déplacements en début de succession, en milieu de succession et en fin de succession pour voir comment les espèces réagissent le long de cette chronoséquence. Donc toute mon étude a lieu sur la côte nord, donc au-dessus de Bécomo, et on a piégé des petits mammifères dans
que ce soit en 2007 et en 2011 avec, comme on peut le voir ici, des pièges Sherman. On va avoir piégé également des coléoptères en 2011. On a des coléoptères à la fois volants ici avec les pièges à impact et qui sont au sol avec les pièges fausses qu'on peut voir ici également. Et enfin, dans chacun de nos sites, on va caractériser la végétation pour avoir des variables qui vont décrire à la fois la structure et la composition de nos peuplements le long de cette chronoséquence. Donc, dans le cas de notre étude, on a un gradient qui va de 5 ans après coup à 66 ans et les forêts matures étaient plus âgées. Elles avaient plus de 120 ans. Donc, pour vous donner une petite idée, on a capturé une douzaine d'espèces de mammifères et sur les 2 années d'étude, on a plus de 1800 individus. Pour les coléoptères, on a plus de 3800 individus qui ont été piégés qui représentent pour les espèces au sol plus de 199 espèces et 2400 coléoptères pour les espèces volantes avec 242. Par la suite, dans nos analyses, on va considérer seulement les espèces qui sont les plus fréquentes, puisque les espèces qui sont trop rares ne nous donnent pas d'indice en fait, sur qu'est-ce qui explique leur présence ou non, si elles sont présentes juste dans 1 ou 2 sites. Donc après l'identification de toutes nos espèces, on a fait nos comparaisons sur la composition de nos communautés le long de cette chronoséquence. On a divisé nos peuplements en 4 catégories d'âge, donc 4-20 ans, 20-30 ans, 31-50 et 51-70 ans. Et on a également la catégorie des vieilles forêts qui, elles, ont plus de 120 ans. Donc ici, je vous montre les résultats qu'on a pour les communautés de petits mammifères. Comme on voit ici, C1 à C4, ce sont tout simplement les couples qui sont les moins âgés avec C1, les plus âgés avec C4. Et les vieilles forêts qui sont en vert foncé ici, on voit bien que nos communautés se superposent les unes les autres. On n'a donc pas observé de différence dans la composition de nos communautés de petits mammifères selon l'âge de l'arbre. Cependant, il est important de noter que même si la composition n'est pas différente, on a observé, une différence dans l'abondance le long de la chronoséquence qui était bien connue. Donc, comme je vous le disais pour le campagnol, on a donc bien observé cette augmentation avec la maturation des peuplements. Donc, c'est important de savoir que malgré le fait que notre composition ne change pas, on a quand même un impact sur nos espèces avec les coupes le long de la chronoséquence. Pour les coléoptères donc, qui sont au sol, on voit ici nos communautés de vieilles forêts et nos communautés qui sont dans les coupes de 20 à 30 ans. Et on voit bien que la composition est différente dans l'une et dans l'autre, mais on n'a pas d'autres différences que ces deux-là. On a exactement le même résultat pour les coléoptères volants. On observe une différence dans la composition des vieilles forêts avec la composition des coupes de 20 à 30 ans. Ensuite, on a observé cette composition et donc on a cherché à savoir qu'est-ce qui était dû au processus donc, stochastique et aléatoire, comme je vous expliquais, versus les processus déterministes. C'est là que ça se complique un peu. Je vous explique. Les modèles nuls. Donc en fait, c'est comme tout test statistique, on va partir du principe et on va essayer de regarder si ce qu'on observe est différent de ce qui est attendu aléatoirement. Donc, basé sur le pool d'espèces régionales, on va tirer les communautés aléatoires et regarder si ce qu'on observe est différent de nos communautés locales ou non. Si oui, c'est-à-dire si on a une différence entre nos espèces, donc notre pool de local est différent de ce qu'on a par rapport à la pool régionale, on va avoir une présence d'un filtre qui va pouvoir expliquer pourquoi certaines espèces sont différentes comparé à ce qui est attendu aléatoirement. Et dans ce cas-là, si on a des processus plus aléatoires qui interviennent, on va avoir une communauté qui est très similaire à notre pool régional. Donc plus en détail, ce qu'on a fait, c'est qu'avec toutes nos données sur tous nos sites différents, donc on va avoir une communauté qui est observée. Pour caractériser cette communauté observée, on va chercher un indice, on va décrire un indice qui va décrire en fait cette structuration de la communauté et expliquer en fait les différences qu'on a.
Ensuite, basé sur notre ensemble de données, on va tirer des communautés qui vont être aléatoires. C'est-à-dire qu'on va, basé sur le pool total de nos espèces, on va avoir des petites communautés qui vont avoir des espèces qui ont été tirées aléatoirement selon certaines contraintes. Et à ce moment-là, on va pouvoir, cette fois-ci, basé encore une fois, décrire notre indice qui va tirer notre indice de toutes nos communautés aléatoires, qui va donc décrire cette diversité. Et on va pouvoir tirer une distribution de ces matrices aléatoires. Suite à ça, on va pouvoir comparer notre indice de notre communauté observée et voir où est-ce qu'il se situe par rapport à notre distribution aléatoire. Si on voit ici, par exemple, notre indice se situe dans le pic de notre distribution aléatoire, on peut voir qu'on n'a pas de différence de ce qui est attendu en fait aléatoirement. Inversement, s'il est plutôt dans la partie où on a, donc encore une fois dans les 95%, ici on va pouvoir dire que on a des associations d'espèces qui sont significatives et qui sont différentes de ce qui est attendu aléatoirement. Et ici, dans notre cas, par exemple, ce sera une association qui va être négative, alors que si l'indice est plutôt ici, on va avoir des associations d'espèces qui sont plutôt positives. Donc avec ces analyses-là, on va pouvoir faire la différence de qu'est-ce qui est dû au processus aléatoire, de qu'est-ce qui est dû au processus déterministe. Cependant, on ne va pas pouvoir faire de différence entre, dans les processus déterministes, qu'est-ce qui est lié au filtre de l'habitat ou lié aux interactions entre mes espèces. Donc pour ça, un petit récapitulatif et vous expliquer plus en détail comment se passe l'analyse. Donc ici, vous avez votre base de données, une fois que vous avez fini votre terrain. Donc on a nos sites et nos espèces en colonne. À partir de là, on va donc tirer une matrice de dissimilarité, par exemple, donc ici, avec un indice qui est l'indice de Sorensen, qui va donc décrire nos relations entre les espèces. Par exemple, ici, vous voyez tous les chiffres, tous mes petits S vont être différents. Je vous ai donné un exemple avec l'espèce verte ici, le petit coléoptère vert et la coccinelle vert pâle. En fait, on se rend compte que chacune de ces deux espèces, elles sont présentes dans exactement tous mes sites en même temps. Donc on voit bien une association entre ces deux espèces, puisque quand l'une est présente, l'autre est présente. Donc quand on calcule l'indice de Sorensen, qui est basé donc sur le nombre de sites où les espèces sont toutes les deux présentes, ou le nombre et le nombre de sites où il y a juste l'une ou l'autre des espèces qui est présente, on va avoir un indice qui est de 1 par exemple, qui est donc élevé, qui nous indique qu'à chaque fois l'une est présente, l'autre l'est également. Inversement, quand on fait la comparaison entre le petit coléoptère blanc et le vert, on voit que seulement un des sites où on a les deux espèces qui vont être présentes. Alors que là, il y a juste celle-ci, ici on a l'autre espèce, et de nouveau pour ici. Donc on voit bien que les espèces ne sont pas forcément présentes l'une avec l'autre. Et ici, on va en avoir un indice de dissimilarité de 0,3, qui est donc bien plus faible que l'indice du dessus. Basé ensuite là-dessus, on va tirer des ensembles de matrices aléatoires. On a deux types de matrices aléatoires. On a celle dont je vous parlais tout à l'heure, qui va être sans contrainte, et donc on va tirer aléatoirement 1000 matrices qui vont avoir une répartition de nos coléoptères aléatoires. Ensuite, on va avoir une deuxième type de matrice aléatoire qui va, elle, être faite sur les permutations à l'intérieur des habitats. C'est-à-dire qu'on prend en compte la préférence d'habitat de nos espèces. C'est-à-dire que certaines espèces vont peut-être être plus ou moins liées à certaines conditions de l'habitat. Par exemple, on pourrait prendre dans notre cas les différents types de coupes. Donc on pourrait dire que A, ça représente les coupes récentes et B, les coupes un petit peu moins récentes. Et donc, tout simplement, en prenant en compte cet effet de préférence de l'habitat et en contraignant nos permutations aléatoires à l'intérieur de ces préférences, on va pouvoir prendre en compte et différencier en fait l'effet significatif donc, de nos processus déterministes qui sont liés aux interactions entre espèces ou au processus aux préférences de l'habitat. C'est-à-dire que lorsque on va avoir une interaction entre espèces qui va être significative dans nos permutations sans contrainte, mais cette interaction, par exemple, je ne sais pas moi, une interaction qui va être positive entre ces deux espèces qui va être
positive et significative sans contrainte, mais si cette interaction disparaît quand on prend en compte les préférences de l'habitat, on va pouvoir dire tout simplement que cette association n'est pas tellement liée d'une espèce à l'autre, mais que ces deux espèces vont avoir les mêmes préférences et sélectionner les mêmes types d'habitats. Inversement, si on a une association qui est significative dans nos permutations sans contrainte, et que même une fois qu'on prend en compte les différents types d'habitat, les préférences d'habitat, cette relation est toujours significative, à ce moment-là, on peut voir que même en prenant en compte l'habitat, la relation reste positive, et à ce moment-là, cette relation va être plutôt liée à des liens entre les espèces, donc à des processus plutôt des interactions entre les espèces. Et de même, on peut avoir des interactions qui vont être négatives, et si on se retrouve des interactions négatives qui sont liées plutôt aux interactions entre espèces, on peut lier tout cela à la prédation ou à la compétition. Donc dans nos résultats, ce qu'on a vu en fait pour les petits mammifères, les coléoptères, que ce soit au sol ou volant, on voit qu'on a 50% des processus, donc de nos coexistences entre espèces, de nos co-occurrences d'espèces, sont liés au processus stochastique. Donc on voit qu'on a quand même une très grande importance des processus aléatoires qui interviennent dans notre structuration des communautés. Une autre chose surprenante, c'est que actuellement, dans la littérature, beaucoup de papiers cherchent à expliquer la présence des espèces par des caractérisations de la végétation. Et donc, nous, ce qu'on a montré, c'est que oui, en effet, l'habitat peut avoir un impact dans les processus déterministes, mais l'impact est quand même très moindre et explique beaucoup moins nos co-occurrences d'espèces que nos interactions interspécifiques. Donc, dans le deuxième temps, on a cherché à comprendre les processus donc, expliquant l'abondance de nos campagnols. On s'est notamment intéressé à savoir est-ce qu'on avait une diminution de la prédation qui pouvait expliquer cette augmentation, ou est-ce que c'était dû à une diminution de la compétition entre les espèces. Donc encore une fois, un petit peu de théorie. Extension du théorème de la valeur marginale est en fait tout simplement un théorème sur l'alimentation optimale et qui va nous dire en fait que le taux d'exploitation, l'énergie liée à l'exploitation d'un patch alimentaire doit égaliser en fait les coûts liés à cette exploitation, et l'individu doit rester en fait dans sa parcelle d'alimentation jusqu'à ce que ces coûts égalisent les bénéfices et partent au moment où les coûts sont supérieurs aux bénéfices tirés de l'alimentation. Et donc, on a ce qu'on appelle les giving up densities, qui sont en français les densités à l'abandon, et qui vont être des outils en fait pour les gens qui travaillent sur ce genre de questions de recherche, qui vont pouvoir permettre notamment d'évaluer les coûts. Donc, comme je vous disais, donc, le taux d'exploitation, d'approvisionnement d'une parcelle alimentaire doit être égal au coût énergétique, ici le C, lié à cet approvisionnement, au coût de prédation et au coût d'opportunités manquées. En fait, les opportunités manquées sont considérées comme le coût lié aux activités qu'on ne fera pas pendant qu'on s'alimente. C'est-à-dire, par exemple, ça veut être que si tu t'alimentes, tu ne vas pas aller chercher de la nourriture ailleurs, ou tu ne vas pas aller chercher un partenaire sexuel dans le cas de nos individus. Ici, dans notre étude, on va considérer que les coûts d'opportunité manqués sont liés au coût de ne pas s'alimenter dans une autre parcelle. Donc, les GUDS ou densités à l'abandon vont représenter en fait la quantité de nourriture qui est restée sur place après que l'individu se soit alimenté. Donc, par exemple, on a une parcelle alimentaire qui va être considérée dans un milieu risqué. C'est-à-dire que si on contrôle pour les coûts, en fait, tout simplement, si on contrôle pour les coûts ici dans notre équation, si on contrôle certains de nos coûts, on va pouvoir évaluer les autres coûts. Donc dans ce cas ici, on va jouer sur le coût, le risque en fait de prédation perçu par les individus. Ici, on a une mangeoire qui va être dans un habitat va considéré plus risqué, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun couvert autour. Alors qu'on va installer juste à côté une mangeoire qui va être en milieu couvert et considérée comme moins risquée. Donc ici, comme vous pouvez le voir,
Le coût métabolique est exactement le même puisque la parcelle sont les mêmes. Les coûts d'opportunité manqués sont identiques puisqu'on a en fait le même nombre de graines dans les deux mangeoires et on joue uniquement sur le coût de prédation perçu, le risque de prédation perçu. Donc on a mélangé des graines dans du sable par exemple et on voit qu'au fur et à mesure, la base de ces expériences d'alimentation, c'est qu'au fur et à mesure de l'alimentation, les bénéfices diminuent puisqu'il y a de moins en moins de nourriture à chercher. Donc ici, pour vous expliquer, on va s'attendre que si le risque de prédation perçu est plus faible dans cet habitat, on s'attend à ce que les individus, comme vous pouvez le voir, vont plutôt s'alimenter dans cette parcelle que dans celle-ci. Et simplement, en calculant le nombre de graines restantes dans la parcelle risquée moins la parcelle qui va être couverte, on va pouvoir estimer en fait un risque de prédation perçu. Par exemple, on s'attend à ce que si on est dans le cas d'un habitat qui va être plus risqué qu'un autre, on s'attend à ce que l'individu va s'alimenter plus fortement dans notre parcelle couverte que s'il était dans un habitat moins risqué. Et donc notre delta, notre valeur de différence entre nos deux parcelles, va augmenter avec le risque de prédation perçu. De même, si on contrôle cette fois-ci pour les coûts d'opportunité manqués plutôt que pour la prédation, c'est-à-dire que, de nouveau, coût métabolique identique puisque la même parcelle, et les deux sont en milieu ouvert, donc le risque de prédation perçu est identique. Par contre, à ce moment-là, on a 2 fois plus d'alimentation dans ce bac-là que dans l'autre, et donc on s'attend en fait à ce que les coûts d'opportunité manqués quand on s'alimente dans ce bac-ci sont moins importants que quand on s'alimente dans celui-là. C'est-à-dire que quand l'individu va s'alimenter dans le bac avec moins de graines, il va avoir un coût plus important puisque simplement on a l'alimentation, la possibilité, l'individu a la possibilité d'aller s'alimenter autour, ailleurs que dans cette parcelle-là, et notamment en sachant qu'on a plus de graines dans ce bac-là. Donc le coût d'opportunité manqué va être beaucoup plus important que dans celui-ci. On s'attend donc à ce que l'individu s'alimente beaucoup plus dans le bac avec plus de graines que dans le deuxième bac. Donc encore une fois, quand on fait la différence entre nos deux bacs, on va pouvoir avoir une estimation de la qualité de l'habitat perçu par les individus. C'est-à-dire que, encore une fois, si l'habitat est riche, on va s'attendre à ce que l'individu s'alimente moins dans le bac de 100 graines, alors que si l'habitat était vraiment pauvre, on va avoir une utilisation bien plus intense de nos bacs d'alimentation. Et avec ça, on va avoir une augmentation de notre θ gut ici, avec la richesse de l'habitat. C'est-à-dire que plus cette valeur est importante, plus l'habitat considéré va être perçu comme de bonne qualité. Donc ici, vous avez une idée un peu de comment on a fait notre ancêtre de capture ici dans les forêts. Donc ici, on a une vieille forêt adjacente à une coupe et nos petits triangles oranges, en fait, sont simplement les stations d'alimentation qui vont être dans nos peuplements. On avait des données sur 2 années de recherche, de sites de terrain. Et pour vous donner un petit peu une idée, on a déposé des caméras à l'entrée des bacs pour s'assurer que c'était bien les campagnols qui s'alimentaient. Et pour vous donner un petit peu une idée de ce qui se passe, je vous ai mis quelques photos. Donc vous voyez, on peut bien vérifier que c'est un campagnol qui s'alimente et pas une souris sylvestre. Et le petit trou que vous voyez dans nos bacs sont suffisamment petits pour que seuls vraiment les petits mammifères, même pas les écureuils, peuvent venir se nourrir. À l'intérieur de mon bac, il y avait du sable et des graines de tournesol. Donc comment ça se passait sur le terrain? On avait nos 3 bacs les uns à côté des autres. Ici on peut voir la caméra. Le bac en milieu couvert avec 50 graines dans notre sable. On avait le bac en milieu plus risqué avec encore une fois 50 graines. Et le bac en milieu risqué, toujours avec une centaine de graines, donc 2 fois plus de nourriture disponible. Donc, nos résultats nous ont indiqué, en fait, ici vous voyez les différences, donc les θ gut, qui sont en présence de souris sylvestres ou en absence de souris sylvestres. La souris sylvestre est en fait considérée comme l'un des compétiteurs principaux du campagnol ado.
Donc ce qu'on observe, c'est que nos valeurs sont plus grandes en absence de souris qu'en présence de souris, et ça nous indique en fait que la qualité de l'habitat perçu par le campagnol à deux roues diminue avec la présence de la souris, la présence d'un compétiteur. On n'a pas observé de différence le long de la chronoséquence par contre. En revanche, considérant nos résultats sur le risque de prédation perçu, donc nos delta GED, ce dont on s'aperçoit ici, c'est que en absence de souris, on va avoir des valeurs plus faibles en début de succession, alors qu'en présence de souris, on va avoir des valeurs plus élevées. Et comme si vous vous rappelez, les valeurs plus élevées indiquent un risque de prédation perçu plus important. Donc ce que ça nous dit en fait, c'est qu'en début de succession, on va avoir un effet de la souris sylvestre sur le risque de prédation perçu par le campagnol, et cet effet par contre diminue clairement le long de la succession et est quasiment inexistant en fait en fin de succession. Donc pour expliquer cette répartition du campagnol à deux roues, ce qu'on avait vu, c'était on essayait de savoir si c'était plutôt une diminution de la compétition ou une diminution du risque de prédation de la chronoséquence pour expliquer cette prévalence, cette abondance, pardon. Donc ça, ce que nos résultats de TETAGED, ce qu'ils nous ont dit en fait, c'est qu'on observait bien une compétition par exploitation. Donc la présence de souris va diminuer la qualité de l'habitat perçu. Cependant, on n'a aucune différence, que ce soit en début ou en fin de succession. Cette compétition est donc plus ou moins constante tout du long de la chronoséquence et donc ne peut pas expliquer nos différences d'abondance. Cependant, nos résultats sur le risque de prédation perçu, nous, on se rend compte qu'on a un risque plus important seulement en début de succession et lié à la présence de souris. Et cela nous indique en fait qu'on aurait un effet de la compétition apparente. Ce qu'est la compétition apparente, c'est simplement que la présence d'une espèce, par exemple donc ici dans notre cas la souris sylvestre, pourrait simplement attirer plus de prédateurs, et cet attrait en fait de la présence de souris sylvestres, en augmentant le nombre de prédateurs, va avoir un impact sur notre deuxième espèce qui est le campagnol à dos. Et cet effet est surtout présent en fait en début de succession. Ça peut s'expliquer notamment parce que la souris sylvestre est connue pour avoir une abondance plus importante et d'être plus efficace en début de succession dans les milieux perturbés, dans les milieux plus ouverts que le campagnol à dos. Et finalement, donc notre dernière partie, on voulait savoir comment réagissait, comment la coupe de la forêt pouvait agir sur les déplacements à fine échelle du campagnol. Donc on a regardé ça simplement, on a suivi des trajectoires en début de succession, en milieu de succession, c'est-à-dire vers 50 ans, et dans les forêts matures, on a regardé ces déplacements à fine échelle. Donc on a fait ça pour pouvoir identifier quels étaient les éléments, les caractéristiques de la végétation importantes pour notre espèce de campagnol, et si cela changeait durant la succession. Et en fait, étudier ces déplacements durant la succession, en fait, dans des peuplements qui sont changeants, peut être un petit peu complexe, et peut être complexe notamment du fait que l'utilisation de la sélection d'habitat par les espèces peut simplement changer en fonction de la disponibilité des caractéristiques de la végétation, ce qui est la définition en fait des réponses fonctionnelles, c'est-à-dire une utilisation différente selon la disponibilité de ces ressources. Et donc pour ça, on a suivi 28 trajectoires, 28 individus à l'aide de bobines de fil, tout simplement comme vous pouvez le voir. On a collé des petites bobines sur nos campagnols et on a suivi nos individus le long d'une chronoséquence, donc dans 10 peuplements, dans 10 forêts matures, dans 10 coupes récentes et dans 8 coupes de 50 ans. Donc ce qu'on a fait, une fois que la bobine a été collée, les individus vont pouvoir se déplacer sans trop de problèmes, et le lendemain, nous, on a été sur le terrain et on a collé, comme vous pouvez le voir ici, des petits drapeaux, et on a pu suivre ainsi nos individus. Donc ainsi, on trace notre trajectoire observée, et en fait, ce qu'on a fait, c'est que sur ce que j'appellerais par la suite probablement des pas, de plus d'1,50 m, on va caractériser la végétation qui a été clairement utilisée par les individus, et on va également tirer aléatoirement des pas de végétation
qui vont être aléatoires donc, et qui vont indiquer ce qui était disponible mais que l'individu n'a pas utilisé. Ensuite, on a également, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a caractérisé, on a déposé des cercles ici, comme vous pouvez le voir. C'est un cercle qui va nous permettre de caractériser la végétation, mais vraiment dans certains types de conditions. C'est-à-dire que on a regardé, on a cherché à installer, notre cercle avait un diamètre constant, on a cherché à caractériser la végétation lorsqu'on avait des trajectoires très tortueuses, et inversement, quand on avait des trajectoires plutôt rectilignes. Et en fait, la longueur du fil nous indiquait, en fait, nous donnait un indice du temps passé par les individus à cet endroit. Donc on supposait que plus la trajectoire était tortueuse, plus l'individu passait de temps. Et donc on a cherché à caractériser où l'individu passait plus de temps. Et encore une fois, c'était différent durant la succession forestière. Donc avec ça, on a également en fait simplement caractérisé la végétation le long d'un buffer de nos trajectoires pour voir ce qui était disponible pour les individus. Donc on a utilisé des analyses de sélection de fonctions de pas, en fait, qui sont en fait de fonctions de sélection, pardon, qui sont en fait faites à partir des données ici jaunes et bleues, qui vont permettre de nous dire qu'est-ce qui a été plus utilisé que ce qui était disponible aléatoirement. Ok. Ici, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a regardé en fait les variables. On a regardé si la présence de mousse, la canopée ou le bois mort était important pour les déplacements de nos individus. Et ici, en fait, on s'est rendu compte que les individus évitaient de se déplacer dans les endroits où il y avait beaucoup de mousse, alors que j'ai un petit problème, mais c'est pas grave. Alors que l'indice pour le bois mort était positif et en fait on avait une sélection positive, une utilisation très importante en fait du bois mort dans nos déplacements. Ici, ce que je vous montre en fait, c'est un tout petit fil comme vous pouvez le voir ici, qui passe sous un bois mort. Et en fait, on a calculé la proportion du bois mort utilisé le long de notre trajectoire de notre pas de végétation en fait utilisé par les individus et on se rend compte que les individus vont vraiment fortement se déplacer, que ce soit en dessous ou au-dessus, ils vont utiliser le bois mort et sur de grandes distances. On a ensuite regardé, comme je vous ai expliqué, voir si notre sélection changeait le long de la chronoséquence. Et en fait, on s'est rendu compte que le coefficient de sélection pour le bois mort était un petit peu différent. Il reste positif de façon générale, mais il reste que la sélection est moins importante en fait en milieu de succession qu'en début ou en fin de succession. Donc, on a cherché à savoir si cette différence le long de la succession ne pouvait pas tout simplement s'expliquer par des réponses fonctionnelles, c'est-à-dire que est-ce que la variabilité de la disponibilité d'une autre source pouvait expliquer en fait cette différence de sélection. Et on s'est rendu compte que notre sélection pour le bois mort pouvait s'expliquer en fait par la disponibilité de la canopée dans nos différents peuplements. C'est-à-dire qu'ici on voit le coefficient de sélection pour le bois mort en fonction de la canopée disponible et on se rend compte que pour des valeurs intermédiaires de canopée, on va avoir une sélection plus importante que pour des valeurs plus importantes de canopée où là, on va avoir une sélection moins importante pour le bois mort. Donc les individus, quand on a ce résultat-là, en milieu de succession, en fait, ça s'explique tout simplement par le fait qu'on a probablement une canopée disponible qui est importante et donc l'individu a moins besoin de sélectionner le bois mort à ce moment-là. Ensuite, pour nos temps de résidence, ce qu'on a regardé, c'est un peu... Donc ici, vous avez en fait ce que j'ai appelé le risque de quitter un patch, mais ça pourrait être une parcelle circulaire, mais ça pourrait être tout simplement traduit par donc, la tortuosité de nos trajectoires, à savoir dans les coupes récentes, en milieu de succession ou dans les vieilles forêts. Et en fait, ici, cette différence dans les coupes récentes, ce que ça nous dit, c'est que l'individu passait moins de temps, ou avait plus de chances à quitter, donc avait en fait simplement une trajectoire plus rectiligne, avec l'augmentation du bois mort. Donc l'individu, en coupe récente, passait moins de temps, avait une trajectoire plus rectiligne, avec l'augmentation du bois mort plutôt qu'en milieu de succession ou dans les vieilles forêts. Encore une fois, on a également un résultat
significatif pour la canopée. C'est-à-dire que cette fois-ci, le résultat différent est en milieu de succession. On va se rendre compte que l'individu passe plus de temps ou va avoir une trajectoire donc plus tortueuse avec l'augmentation de la canopée en milieu de succession par rapport alors que c'est l'inverse dans les coupes récentes et dans les vieilles fleurs. Donc encore une fois, on a cherché à savoir si ces différences le long de la succession pouvaient s'expliquer par les réponses fonctionnelles. Et en effet, ici vous voyez le risque de quitter cette parcelle en fonction de la canopée disponible, du pourcentage de canopée. Et ici, en fait, vous avez les données moyennes de canopée disponibles dans les coupes récentes, dans les milieux de succession ou dans les vieilles forêts. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que quand la canopée est moins disponible, le risque est plus important de quitter une parcelle, même si on voit que la tendance est identique. On a donc vraiment une diminution de ce risque de quitter la parcelle qui diminue avec la canopée. Cependant, quand on est dans des peuplements où de façon générale la canopée est moins disponible, ce risque reste plus important que quand la canopée disponible est plus importante. Donc, on a vu dans cette partie-là, on voit que les individus vont modifier leur utilisation de l'habitat le long de la succession. Et on a des résultats qui peuvent être très perplexes, très complexes, puisqu'on a des différences des fois dans les coupes récentes ou dans les milieux de succession. Mais ces résultats complexes peuvent tout simplement être expliqués, ou au moins en grande partie être expliqués, par de simples réponses fonctionnelles, c'est-à-dire que la disponibilité générale de certaines caractéristiques vont pouvoir expliquer en fait ces différences. Et tous ces résultats, l'utilisation forte du bois mort suggère en fait simplement une importance de la prédation dans l'utilisation à fine échelle de l'habitat, c'est-à-dire que quand les individus vont sélectionner le bois mort, il est supposé dans plusieurs espèces, l'utilisation du bois mort lors des déplacements est supposée en fait d'être beaucoup plus efficace, donc plus rapide, qui produit moins de bruit et donc a moins d'attrait pour les prédateurs ou un risque moins important pour les individus. Et cette différence en fait de sélection de la succession pourrait être aussi due tout simplement donc, aux différences, à un changement dans les prédateurs le long de cette succession, puisque notamment en fait en début de succession dans les coupes récentes, comme je vous disais, le campagnol est une espèce clé, notamment pour les prédateurs terrestres tels que les martres et les pécans. Et en fait, en début de succession, il est connu que ces prédateurs terrestres évitent les peuplements assez perturbés, alors qu'on va avoir une augmentation de ce prédateur dans les milieux et fins de succession, et inversement, on s'attend à ce qu'en fait, on ait une prédation en début de succession qui soit plutôt liée aux prédateurs aviaires. Et ces changements dans les comportements des prédateurs peuvent expliquer en fait l'attrait pour certaines caractéristiques de la végétation du campagnol. Donc en résumé, ce qu'on peut tirer de ma thèse, on a vu des différences de composition le long des chronoséquences pour surtout principalement les coléoptères. Donc on voit que les réponses sont différentes selon les taxes à considérer, mais il ne faut pas oublier que même si on n'a pas de différence de composition, on a quand même un effet sur l'abondance des espèces. Donc cette réponse est différente, il est important de le savoir, et également principalement l'importance des processus aléatoires dans la structuration de nos communautés, qui vont avoir des implications sur la gestion forestière, puisque ça indique qu'on a une importance de la colonisation des processus aléatoires après coup. Donc, tout simplement, laisser des peuplements matures dans le paysage peuvent être importants. Et on a également un résultat très important, c'est l'importance des interactions entre espèces dans la structuration de nos communautés. Et cette importance, en fait, des relations interspécifiques, on l'a de nouveau vu dans notre deuxième partie, où on a la compétition apparente entre ces trois espèces, par exemple, qui vont expliquer en fait nos différences d'abondance le long de la chronoséquence. Et de nouveau, on va avoir nos résultats de déplacement qui vont laisser penser l'importance de la prédation dans la structuration de nos communautés, dans les processus qui vont expliquer la présence ou non de nos espèces et les abondances également des individus.
Ensuite, juste pour vous expliquer rapidement ce que je fais en ce moment, je travaille donc, sur les communautés encore une fois, mais cette fois-ci dans un contexte de plantation. On va chercher à savoir les effets que les plantations vont avoir sur mes communautés. Ici, vous voyez mammifères et oiseaux. On va chercher à savoir quelle est l'importance, quels sont encore une fois les changements éventuellement dans ces communautés, dans les peuplements qui vont être plantés. Donc on va avoir des plantations plutôt jeunes qui vont avoir entre 1 et 3 ans, des plantations un peu plus âgées entre 6 et 10 ans. Et on va avoir aussi des peuplements matures et des peuplements qui vont être coupés de façon différente, qui vont être des peuplements de jardinage. Et donc, ce qu'on va chercher à savoir, c'est selon le type de peuplement, est-ce qu'on a encore une fois des changements dans notre composition? Et si oui, quels sont les processus en fait qui vont pouvoir expliquer nos changements et qu'est-ce qui est responsable de la structuration de nos communautés? Et dans ce cas-ci, on va avoir regardé ici, on va regarder l'impact en fait du paysage environnant sur nos communautés, et on va également regarder si c'est plutôt les caractéristiques à l'échelle du peuplement et notamment la quantité d'attributs structurels et l'hétérogénéité structurelle qui peuvent expliquer nos variations possibles dans les communautés, dans ces peuplements de plantation. C'est pas mal ça. Merci beaucoup, Hélène. C'était très dense, très intéressant. Et encore, j'ai coupé. Je suis certain qu'on aura quelques questions. Je vous laisse... que quelqu'un veut se lancer? Benoît. Oui, dans la première partie de ta présentation, tu as parlé de l'effet aléatoire qui expliquait en une grande proportion. Souvent, les gens associent aussi ces effets aléatoires à des effets environnementaux non mesurés. C'est quoi, tu penses, s'il y avait d'autres effets environnementaux que tu aurais pu mesurer, lesquels tu aurais pu Alors en fait, parce que là je ne l'ai pas expliqué, mais ce qu'on a utilisé, on a utilisé 5 indices différents pour les caractéristiques de l'habitat. On a utilisé bien sûr l'âge de la coupe. On a regardé les différences au niveau de l'hétérogénéité de la structure, c'est-à-dire on a calculé un indice qui représentait les diamètres en fait à hauteur de poitrine des différents arbres, les différentes classes qu'on avait disponibles. On a également regardé les différences de composition, le nombre d'espèces d'arbres et de buissons disponibles. On a regardé également au niveau de la composition l'essence principale en fait du peuplement. Et donc on a regardé quand même en tout plus de 5 caractéristiques. Donc c'est sûr que c'est plus que certains articles sortent. C'est sûr qu'on a pu passer à travers certaines données, mais je pense pas tant que ça. Surtout que nos données de notre indice en fait d'âge va recouper différents types de liés à la végétation en fait. Donc c'est possible qu'on en ait loupé quelques-uns, mais je pense pas tant. Ça, c'était surtout lié à la végétation, de ce que je comprends. Il n'y avait pas de mesures physico-chimiques, la température. Non. Est-ce que, moi, je ne connais pas en petit mammifère. Est-ce que tu penses que ce type de mesure-là aurait pu expliquer? Ça va être relié à... Pas vraiment, non. C'est pas ce qui est vraiment fait dans les études, de toute façon, pour les petits mammifères. À la limite, peut-être ça pourrait être plus intéressant pour les coléoptères, éventuellement, mais c'est pas vraiment ce qui est fait de façon générale non plus. J'ai pas vu en fait des choses sur ça, mais je crois pas. D'autres questions? Oui, Martin. Seulement sur la mobile de Chine. Ça a quand même une grosse influence ou pas sur le déplacement de campagne, parce qu'il est grand par rapport à ce qui doit passer sous les branches. En fait, ce qui se passait, c'est que c'est une bobine qui se déroule de l'intérieur. Donc déjà, ça... Et on l'avait en fait enroulé de plastique pour éviter que ça se prenne dans la végétation. Et donc, c'était collé tout simplement avec de la luge au niveau des épaules. On avait mesuré nos bobines et elles représentaient moins de 5% du poids de nos individus. On avait sélectionné des individus qui étaient suffisamment gros, c'est-à-dire qui faisaient au moins 20 grammes. Et en fait, on a... Dégrassouillé. C'est dégrassouillé, c'est relatif là, mais ouais. Et en fait, je pense, le seul biais potentiel, je pense, avec cette méthode-là, ce serait l'effet de fuite éventuel que tu peux avoir quand tu relâches l'individu.
Je pense pas que la bobine en soi a un impact. Et en fait, le pire qui peut arriver, c'est que tu fasses une tonsure à ton individu. C'est la bobine se décolle, puis les poils s'en vont. Puis j'ai recapturé des individus qui avaient perdu leur bobine. Donc on n'a pas l'impression qu'il y ait d'impact significatif par rapport à ça sur les comportements. Je te dis, le seul problème qu'on peut avoir, c'est le comportement de fuite. Mais dans nos analyses, pardon, on a enlevé en fait les 10 premiers mètres de trajectoire avant d'analyser nos données. Et même si on avait toujours ce problème de comportement de fuite, en fait, l'utilisation du bois mort serait renforcée dans notre idée que la prédation, en fait, soit le processus responsable de l'utilisation du bois mort, parce que c'est vraiment ce qu'on a observé. L'intérêt de cette méthodologie, en fait, c'est que comparé à d'autres méthodes comme le GPS, on sait exactement par où l'individu est passé et on sait tout le détail de la trajectoire. Et en fait, on se rendait vraiment compte que les bois morts qui étaient 10-15 mètres, les individus tout du long utilisaient le bois mort et ça pouvait être pendant 10 mètres. Mais juste là-dessus, je me demandais, donc, c'était pendant combien de temps que Vers combien de temps vous y alliez? Le lendemain. Le lendemain, OK. Puis ça pouvait durer combien de temps à faire cet échantillonnage-là? Ah, c'est très long. Parce que notre bobine faisait, une fois qu'on a diminué le poids parce qu'on s'est amusé, parce que les bobines qu'on avait commandées étaient trop grosses pour les campagnols, donc on a dû les vider un peu pour qu'elles fassent le poids suffisant, justement. Et en fait, elle faisait à peu près une centaine de mètres de fil. Et en fait, on avait différents types de problèmes, puisque des fois ça se casse, donc il fallait reprendre le... Des fois, ils vont dans les sous-sols, donc c'est un peu compliqué. Et juste planter les drapeaux pour pouvoir tracer les trajectoires, c'était très long. Et les caractéristiques de la végétation, on s'est quand même limité dans les pas observés. J'ai fait seulement un maximum de 15 pas par trajectoire. Plus les 2 pas aléatoires, plus les cercles, on en avait pour au moins 2 jours complets de travail par OK. sur le terrain. OK. Puis t'en as fait combien? 28. OK. Ouais, c'est un peu compliqué de faire des trajectoires comme c'est indiqué en début de succession. En milieu de succession, avoir les individus est un peu compliqué parce que des fois les captures ne sont pas forcément... C'est pour ça que j'avais juste 8 individus en milieu de succession. OK. Oui. Moi, j'ai juste pas compris comment tu as estimé la prédation avec les trajectoires, avec les bobines. Je l'estime pas en fait, Ouais. mais c'est juste l'indice que la supposition en fait derrière la théorie de mes temps de résidence, en fait, ce qui est connu, c'est que notamment ce qui est utilisé, parce que là ce sont des analyses qui sont faites pour des données GPS. Et là moi je les ai adaptées pour des données à très très fine échelle, et en général ce sont des analyses qui sont faites basées sur des données de carte éco-forestière. Donc moi, mes caractérisations de la végétation étaient vraiment à plus fine échelle. Et ce qui se passe en fait, c'est que quand ils cherchent, en fait, quand ils utilisent les temps de résidence en écologie, en général, ce qui est dit, c'est que quand tu as les individus dans un cercle donné, avec les données GPS, tu as une idée du temps en fait qui est passé. Et quand ton individu dans ton cercle donné passe énormément de temps, on va être considéré dans ce qu'ils appellent une aire de recherche. C'est-à-dire que c'est supposé que plus c'est tortueux, plus l'individu va rester. Et donc, si ton individu reste et bouge vraiment comme ça dans une zone, c'est entre guillemets qu'il peut s'alimenter. Et en général, les individus ne s'alimentent pas dans les zones plus risquées. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en disant que notre individu passe plus de temps ou a une trajectoire plus tortueuse dans certaines caractéristiques de la végétation, on peut supposer. C'est pas sûr, on n'a pas de données de prédation, donc c'est pas définitif, mais ça suggère quand même fortement une influence de la prédation dans ces... Ou du risque. Du risque de prédation perçu en fait. Mais encore une fois, c'est comme mes données de mes expériences d'alimentation, ça nous donne une bonne idée sur ce qui se passe, avec quand même... C'est aussi des données qui sont quand même nettement moins chères que des données de GPS ou ce n'était pas tellement coûteux. Mais on n'a pas les données de prédation définitives. Donc c'est sûr que si on avait l'occasion, on retournerait pour vraiment s'occuper plutôt des prédateurs cette fois-ci, être sûr de ce qui se passe réellement, mais ça nous donne quand même un bon indice de ce qui se passe. D'autres questions? Ça va.
Bien, merci beaucoup, Hélène. On va se revoir tout à l'heure avec les étudiants. Et merci beaucoup pour cette belle présentation. On va aller... Audrey est partie chercher les